Je joue encore à cette merde en 2025. Change de disque, mec. Je vais te présenter toutes les pépites que je prends partout où je vais, qui régalent tout le monde lors des soirées jeux. C'est parti. Dans Time Bomb, on est à Londres et le Big Ben est sur le point d'exploser. Chaque joueur est soit dans l'équipe de Sherlock Holmes, les gentils qui doivent désamorcer la bombe, soit dans l'équipe de Moriarty, les méchants qui veulent tout faire péter. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une carte rôle face cachée. Il la regarde et après voilà, il n'y en a plus besoin pour le reste de la partie, je vais les mettre ici de côté. Un peu comme au loup-garou, c'est un jeu de bluff, donc il y a de la manipulation, des coups de couteau dans le dos, voilà, comme on les adore. Vous recevrez également 5 cartes câbles face cachée. Et vous allez en fait les regarder pour voir ce que vous avez. Et après vous allez les mélanger tout simplement pour en fait ne pas savoir qu'est-ce qui est où exactement, mais avoir une idée de quel est votre jeu. Il y a 3 types de cartes. La plupart des cartes sont des câbles que j'appelle balèques. Voilà, il ne se passe strictement rien si on les retourne. Ensuite, il y a les câbles de désamorçage. Les câbles de désamorçage, il y en a 4 s'il y a 4 joueurs, 5 s'il y a 5 joueurs, etc. Le but des gentils, c'est de trouver tous les câbles de désamorçage pour désamorcer la bombe. Et enfin, il y a la bombe. Si elle est retournée, les méchants gagnent car ça fait boum. Il y a 4 tours de jeu et je vais vous montrer comment se déroule un tour. Après avoir regardé les cartes, les gens disent un peu ce qu'ils ont. Ils ont le droit de bluffer. Si je suis méchant, je vais pas dire que j'ai la bombe, je vais plutôt dire que j'ai 2 câbles de désamorçage et que c'est intéressant de venir couper chez moi, en espérant évidemment qu'ils tombent sur la bombe. Le premier joueur prend la pince et après un moment de discussion va couper le câble d'un autre joueur. Si c'est un câble balèque, il ne se passe rien. Si c'est un câble de désamorçage, l'équipe de Sherlock Holmes se rapproche de la victoire. Et si c'est la bombe, les méchants gagnent directement. Le joueur récupère la pince, comme vous pouvez le voir, elle a pris cher, moi on va plutôt prendre la carte, et va couper chez un autre joueur. Il n'a pas le droit de revenir directement chez la personne qui a coupé chez lui. Il n'a pas le droit de couper chez lui-même, évidemment. Supposons qu'il coupe là, là lui il coupe là, et... Ah merde, non c'est pas bien pour mon exemple ça. Voilà, il fait ça, parfait. Et ensuite, moi je vais aller couper ici. Et voilà, on a fait 4 coupes. Vu qu'il y a autant de coupes que de joueurs qui a été faites, on va passer à la manche d'après. Ça veut dire que voilà, 5 joueurs, on fait seulement 5 coupes. On garde les câbles en évidence ici pour voir ce qui a déjà été joué. Et on va tout simplement redistribuer toutes les cartes pour faire tourner un petit peu la bombe. On mélange, on redistribue, voilà. Donc là, j'ai la flemme de le faire, mais grosso modo, vu que 4 câbles ont été coupés, il y a moins de cartes dans le jeu, donc la prochaine manche va se jouer avec seulement 4 cartes par personne. Voilà. On joue 4 manches au total. Donc la dernière manche, vous n'aurez plus que 2 cartes. Et si au bout de cette 4e manche, les gentils n'ont toujours pas trouvé tous les câbles de désamorçage, la bombe explose et les méchants gagnent. Si au contraire, on trouve les 4 désamorçages dans le temps imparti, alors les gentils gagnent. Et si on est tombé sur la bombe avant la fin de la partie, les méchants ont déjà gagné. On continue avec Love Letter, un jeu qui tient dans une toute petite pochette, très pratique pour le train en vacances par exemple. Le but, c'est d'être le dernier joueur en lice à la fin de la manche, ou alors d'avoir la carte la plus élevée. Si c'est le cas, tu gagnes un jeton et le premier joueur à 3, 4 ou 5 jetons remporte la partie complète. On va donc enchaîner les manches jusqu'à qu'un joueur ait assez de jetons. Alors au début de la partie, on mélange les cartes, on forme une pioche, on distribue une carte à chaque joueur et on met une carte de côté pour créer de l'incertitude. Quand c'est ton tour, tu pioches et tu as donc 2 cartes. Tu les regardes, tu choisis laquelle tu veux jouer, tu la poses et tu appliques son effet, tout simplement. Le cœur du jeu, c'est l'effet des cartes, car chaque carte représente un personnage avec un pouvoir unique ainsi qu'un numéro de 1 à 9. Avec un garde, tu vas par exemple essayer de deviner la carte d'un adversaire et si tu réussis, tu vas l'éliminer. Quand le joueur est éliminé, il va transformer sa carte récapitulative, là, qui indique tout ce qu'il y a, en le sceau brisé, ce qui veut dire qu'il est out. Avec un prêtre, tu vas par exemple pouvoir regarder la carte de quelqu'un et il y a plein de rôles comme ça, je ne vais pas tous vous les faire. La carte la plus forte et la plus importante, c'est la princesse parce que c'est le plus grand numéro et tu es par contre obligé de la garder en main. Si tu la joues, que tu la défausses ou n'importe quoi, tu perds. Une manche peut se terminer de 2 manières. Donc à la fin du jeu, tout le monde aura joué plein de cartes, voilà, comme ça, plein de cartes devant. Il n'y aura plus qu'une carte dans la pioche à un moment. Le dernier joueur qui finit la pioche donc, va jouer son tour. Ici, il va jouer le garde, il va demander si c'est un prêtre par exemple. Je vais lui dire que non, c'est pas un prêtre. Bref, le dernier tour a été joué et c'est la fin de la game tout simplement. Les gens vont comparer leurs cartes et le plus grand numéro va gagner. Ici, la princesse gagne. Elle remporte donc un jeton et on peut passer à la manche suivante. Voilà, Love Letter, c'est de la déduction, du bluff, des parties qui s'enchaînent en 5 minutes. Ça peut se jouer à 2 joueurs, c'est vraiment le jeu parfait. Streamez-le, streamez le jeu. On continue avec Codenames, un classique
C'est un jeu d'espions où l'équipe des bleus et l'équipe des rouges s'affrontent. Sur la table, on fait un carré de 5 x 5 mots. Chaque équipe désigne ensuite un maître espion. Le maître espion rouge et le maître espion bleu vont s'asseoir du même côté de la table. Les autres joueurs peuvent se mettre un peu n'importe où. Les maîtres espions vont prendre une carte map, comme ça, et vont le fixer sur le petit support. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être du même côté, comme ça les autres joueurs ne voient pas le contenu de cette carte. Les mots rouges sont ceux que l'équipe rouge doit trouver. Les mots bleus sont ceux que l'équipe bleue doit trouver. Les beiges sont des mots neutres dont tout le monde s'en fout, et le mot noir ne doit surtout pas être trouvé, car il fait perdre à l'équipe qui le trouve instantanément. La première équipe qui trouve tous ces mots gagne. Alors le jeu se déroule de la manière suivante. Les couleurs sur la carte map indiquent quel joueur commence. Il va aussi indiquer de quelle couleur est la carte rouge et bleu, sachant que c'est la seule carte qui a un verso différent du recto. Ici donc c'est les bleus qui commencent, donc on met cette carte du côté bleu. Le maître espion bleu ici va essayer de faire deviner par exemple argent et chance. Il va dire loto 2. Le 2 signifie qu'il y a deux mots qui se rapportent à l'indice loto. Une fois l'indice donné, ses coéquipiers en face vont discuter et se mettre d'accord sur les deux mots qui font le plus de sens avec l'indice. Ils annoncent leur choix en pointant un par un les mots qu'ils ont choisis, et le maître espion va ensuite révéler la véritable couleur du mot, en la recouvrant avec une carte de la couleur correspondante. Donc supposons que les coéquipiers bleus ont pointé argent, on va faire comme ça. S'ils pointent une carte de la couleur adverse, alors leur tour s'arrête et en plus ils aident les adversaires. S'ils pointent une carte de couleur beige, leur tour s'arrête, mais au moins voilà, l'adversaire n'est pas trop aidé. Et le pire, ce serait de pointer la carte noire, ce qui les ferait perdre instantanément. C'est ensuite au tour de l'équipe adverse et on continue jusqu'à ce qu'une équipe ait trouvé tous ces mots ou que l'assassin soit révélé. Codenames, c'est une valeur sûre pour jouer en famille ou avec des amis, je vous le conseille. Mon jeu à deux joueurs préférés, c'est Shot and Totten. Ici, on est à la tête de deux clans rivaux écossais qui se disputent la frontière entre les deux villages. Cette frontière est matérialisée par 9 bornes. Le but, c'est de remporter le contrôle de ces bornes en créant des combinaisons de cartes plus fortes que celles de votre adversaire. Donc on installe les 9 cartes bornes en ligne entre les deux joueurs, on mélange le paquet et on distribue 6 cartes. Le reste forme la pioche. Un tour de jeu est très simple. Le joueur joue une carte quelque part devant une des bornes, puis en pioche une pour terminer son tour. C'est tout. Mais la strat, c'est de savoir où et quand jouer les cartes. Pour capturer une borne, tu dois avoir une meilleure combinaison de 3 cartes que ton adversaire. Alors les combinaisons sont listées ici, et sont similaires à celles des jeux de cartes classiques. A noter que s'il y a deux brelans, c'est le brelan le plus élevé qui gagne par exemple. Le but est donc de capturer 5 bornes ou 3 adjacentes. Petite subtilité, si ton adversaire n'a pas encore mis ses 3 cartes, mais que tu peux prouver qu'il ne pourra jamais battre ce que tu as déjà posé, alors tu as le droit de revendiquer la borne. Il y a aussi des cartes spéciales dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais c'est sympa si vous avez déjà bien maîtrisé le jeu. Pas vraiment un jeu, mais tout aussi sympa, je vais vous parler du poker. Je vais vous présenter les règles du Texas Hold'em, qui est la variante la plus populaire de ce jeu. Au poker, vous avez des jetons et 2 cartes en main. Le but, c'est d'avoir la meilleure combinaison de cartes en combinant celle de votre main et celle du centre. Il y en aura 5 à la fin de la partie. Si vous avez la meilleure combinaison, ou si tous les autres joueurs se sont couchés, donc ont abandonné la manche, vous remportez le pot. Le pot étant les jetons qui ont été misés au centre de la table. On enchaîne les manches et le but est d'emmagasiner le plus de jetons. Voici comment se déroule une manche. Chaque joueur reçoit 2 cartes. Pour qu'il y ait toujours de l'argent en jeu, 2 joueurs sont forcés de miser avant même de voir leurs cartes. Ce sont la petite blinde et la grosse blinde. Ici, la petite blinde va par exemple jouer un jeton et la big blind, c'est toujours le double de la petite. C'est au joueur, juste après la grosse blinde, de commencer. Alors, il a le choix entre s'aligner à la mise la plus haute, qu'on appelle call. Il peut miser davantage, ce qu'on appelle raise. Donc ici, supposons qu'il raise. Hop, il va miser un rouge, un blanc. C'est donc au prochain joueur de jouer. Lui va par exemple se coucher parce qu'il a une main de merde. Moi, je vais call. Hop, hop. Et ces deux-là vont se coucher. Lorsque tous les joueurs restants sont alignés à la même somme d'argent, on peut passer à l'étape d'après. Ici, c'est le flop, donc c'est le moment où on révèle les 3 cartes d'un coup. On refait un tour, donc à partir du flop, c'est normalement la petite blinde qui commence, mais ici, ces 2 joueurs sont couchés, donc lui va commencer. Supposons qu'il mise un peu, et que moi, je vais call. On est aligné, on peut passer à l'étape d'après. Alors, je vous ai pas dit un truc, c'est que si personne n'a misé avant vous, encore pendant le tour actuel, vous pouvez checker. Ça veut dire ne rien faire en gros. Donc, si le premier joueur check, et que moi je check aussi, on peut passer à l'étape d'après.
qui est de révéler la river. Mais si le premier check et que moi je décide de miser, je fais tapis, supposons, hop, alors c'est au premier de décider s'il s'aligne, s'il mise plus ou s'il se couche, avec les termes stylés call, raise ou fold. Ici il va call, donc il va suivre mon tapis, hop, et vu que c'est le dernier tour et qu'il n'y a pas de 6ème carte à retourner, on va passer au showdown, ça veut dire qu'on va juste comparer les mains et voir qui a gagné. Alors A8 contre Roi 6. Ici je vous laisse essayer de deviner qui gagne. Supposons que ce soit fait, voilà, mettez sur pause, je sais pas. Mais c'est ici du coup une couleur pour les deux côtés, sauf que moi j'ai une couleur avec 8 et que lui il a une couleur avec 6. Je remporte donc le pot, donc je reporte tout l'argent qui est au centre de la table, et on peut passer à la manche d'après. Donc on mélange les cartes, on redistribue, etc. Voilà, je vous ai expliqué le poker en quelques minutes. Si sur YouTube toutes les vidéos d'explication durent 10 à 15 minutes, c'est pas pour rien. J'ai omis juste 2-3 subtilités, mais globalement vous connaissez les règles. Je vous conseille d'organiser des soirées poker, c'est vraiment de la frappe. Vous n'êtes même pas obligé de jouer avec du vrai argent. C'est fou. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos jeux préférés en commentaire. Sinon, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas la cloche, les notifications, tout, absolument tout. On se retrouve très vite, ou pas, parce qu'il y a la rentrée, on va voir. Tu joues encore à cette merde en 2025? Change de disque, mec. J'ai fait un bottle flip avec la boîte de Uno, c'est pas une blague. Tu joues encore à cette merde en 2025?